Alors, si vous voulez bien, on va reprendre place, s'il vous plaît. Ça ne vous plaît pas, mais je vous demande quand même de reprendre vos places. Ouais, c'est ça. J'ai pas. S'il vous plaît, on aimerait continuer avec vous, si c'est possible. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous demandons de reprendre place. Merci beaucoup. Commençons la conférence. Ah, il y a beaucoup plus de poids que moi. Ils contrôlent même les micros. C'est une Joanne Lebuy. Alors, merci. Alors, on va passer, si vous voulez bien, au panel 2, qui est Vision sur un enjeu important, quelle valeur économique attribuer aux écosystèmes et un aménagement durable du territoire. Nous allons avoir 3 panélistes. Alors, je vais vous présenter le premier panéliste qui est à l'écran. Alors, M. Alain Webster est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable. Depuis janvier 2021, il préside le comité consultatif sur les changements climatiques mis en place dans le cadre de la loi sur la gouvernance climatique du gouvernement du Québec. Et comme j'avais avisé, je serai court dans votre présentation. J'ai pris le plus court que j'ai pu. Alors, M. Webster, c'est à vous. Merci. Merci. Évidemment, le défi que nous avons dans ce panel est exceptionnel. Il faut parler après Jérôme. Donc, trouver une façon d'avoir encore un peu d'énergie par rapport à ce qu'on vient d'avoir comme présentation, toujours aussi exceptionnel de sa part. Et en plus, il faut réussir à trouver un peu d'intérêt après votre lunch où vous êtes encore en train, enfin, de discuter avec des gens. Donc, vous allez nous trouver ennuyants, mais j'espère qu'il y aura quand même quelques thèmes qu'on va amener qui vont vous intéresser. Le défi était passionnant. Quelle valeur économique attribuée aux écosystèmes? Et c'est tellement agréable de voir que la régie se pose ce type de questions. J'ai tendance à dire, il était temps. Et c'est à peu près dans cet état d'esprit que je me suis mis à écrire ce petit PowerPoint en préparant le cours de demain, le cours d'économie qui portait à peu près sur la même thématique. Et donc, c'est dans cette logique-là il était à peu près temps que je me suis donné, si vous voulez passer à la première page, c'est un peu compliqué quand on le fait à distance, mais ça me permet, contrairement à notre collègue de la Ville de Montréal, de ne pas avoir à réfléchir sur la couleur des pantalons à mettre ce matin. Donc, dans ce type de scénario, je me suis dit qu'il fallait garder cette vision de « enfin, il était temps ». Jérôme vous a parlé d'un ensemble de cas très concrets, de publications très récentes. Moi, je vais faire le contraire. Je suis plus âgé. Et je vais tenter de vous revenir dans un premier temps sur l'espèce de l'historique de cette prise en compte sur l'importance d'accorder une valeur et comment on peut et qu'on doit faire ça. Parmi les éléments les passionnants qui ont été publiés dans les dernières années, il y a eu notamment ces travaux qui ont été faits suite au regroupement de l'ensemble des ministres du G7, on a même appelé ça à l'époque le G8, ça n'a pas duré très longtemps, sur l'étude de l'économie et des écosystèmes de la biodiversité. Donc, mieux connu sur l'acronyme TEBS, évidemment. Donc, en 2010, on publie ce type d'approche et j'attire votre attention sur 2-3 éléments. C'est jamais une bonne chose faire une longue citation, surtout pas en commençant dans l'entrevue, mais ça vaut la peine. C'est bien écrit. J'aime beaucoup ce qui est là. D'abord, dire que les valeurs de la nature varient en fonction des circonstances écologiques, biophysiques et du contexte social, économique et culturel. Donc, on ne cherche pas à mesurer ici une valeur intrinsèque absolue des choses. Et ces variables, ces valeurs vont varier dans le temps. Nos approches, nos perceptions de ces problématiques, heureusement, sont dans une période qui est en train de changer où on est un peu plus conscient de ces enjeux. Première phrase. Si je prends autant de temps sur chacune, on va y passer bien trop de temps, c'est clair. Pour obtenir donc une image d'ensemble complète de l'économie, ces valeurs intangibles, et ça aussi c'est important, j'aurais pu vous le surligner, on ne fait pas référence à des valeurs marchandes qu'on observe, mais ça possède quelque chose. Donc, ce qu'il faut tenter de faire, c'est des valeurs susceptibles de refléter la valeur d'une société pour montrer sa volonté de payer afin de préserver ces espèces. Donc, on est en train de réfléchir à ces constats de on est prêt à dépenser quoi? Et ça, c'est tout le temps une question un peu compliquée à poser. Et finalement, un autre élément important dans cette référence, c'est de dire que l'évaluation n'est pas considérée en soi comme étant une panacée. C'est pas un débat entre est-ce qu'on doit faire une évaluation environnementale, est-ce que c'est l'économie qui tente de tasser? Non, c'est plutôt un outil permettant
de ramener une information supplémentaire et de permettre surtout, c'est pour ça que j'aime bien cette citation, un recalibrage de cette boussole économique défectueuse, quand je continue cette citation, parce que ça nous a amené à prendre malheureusement des décisions préjudiciables à notre bien-être, à la dégradation de l'environnement, de la biodiversité, des changements climatiques, autrement dit, à des pertes de biens communs. Donc, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce type d'enjeu. Si vous voulez passer à la page 2. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en termes simples, je suis presque en train de vous faire un cours là-dessus, question d'économie permet depuis longtemps, de permettre de faire une évaluation monétaire de l'environnement et ça repose sur une démarche évidemment interdisciplinaire. On va transposer, en termes économiques, des modifications physiques. Fait que la première chose, c'est est-ce qu'on est conscient de ces enjeux? Est-ce qu'on est capable de mesurer ces variations environnementales? Sinon, on dit rien en termes économiques. Fait que c'est ce que je vous disais tantôt, on n'est pas en train de se substituer à une évaluation écologique. On est en train d'ajouter une autre dimension fondamentale, une dimension économique, et elle est fondamentale parce que, malheureusement, il n'y a pas de prix qui s'inscrivent sur un marché très concret, généralement, de ces dommages, et on a tendance à associer cette absence de prix de marché à une absence de valeur, ce qui est en soi catastrophique, et ce qui nous amène à la figure suivante. Pour faire ça simple, si vous passez à l'autre page, puis là, on pourrait faire un long cours méthodologique, mais je vous ai résumé ça en 2-3 petites phrases. Ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que Jérôme vous disait tantôt dans l'ensemble de cette démarche scientifique d'évaluation, c'est d'abord regrouper un ensemble de sources de valeurs très différentes qu'on résume généralement dans des stratégies de valeur d'usage. Je me sers de l'environnement pour aller faire de la randonnée pédestre, pour aller faire de la marche en forêt, pour X nombre de raisons. C'est aussi des valeurs d'option. Je vais me servir à des fins éventuellement productives de cette ressource, mais plus tard. Donc, je dois la conserver. Et c'est aussi des valeurs de non-usage associées à un ensemble de services écosystémiques. On l'a vu de façon illustrée, de façon exceptionnelle tantôt, évidemment. Donc, c'est ce qu'on va tenter de regrouper. On cherche à mesurer une valeur globale qu'on appelle de façon classique la valeur économique totale de l'environnement. Ça date de plusieurs décennies. Pierce, qui était un spécialiste de cette thématique et par le fait même conseiller de Thatcher sur ces enjeux, ça illustre bien ces questions environnementales. C'est pas une question droite-gauche, mais c'était une question de prise en compte adéquate de ces enjeux. Donc, essentiellement, on a développé depuis longtemps un ensemble d'approches méthodologiques permettant d'évaluer ces bénéfices environnementaux et on a fait des progrès. Jérôme l'a mentionné tantôt en faisant la référence à Obama, mais avant ça, en 80, lorsqu'on a commencé à faire ça, ça a notamment été suite à une demande de Reagan qui disait « On dépense trop d'argent dans ces enjeux avec l'EPA. On va donc obliger cette évaluation monétaire pour voir si nos dépenses sont pertinentes. » Et quand l'EPA s'est mis à travailler là-dessus, notamment sur les enjeux de santé, comme on l'a mentionné tantôt, ben le constat est très clair. On peut démontrer facilement que l'ensemble de ces démarches permettent de faire des gains importants en matière de saine gestion des fonds publics parce que les bénéfices de la prise en compte de l'environnement sont beaucoup plus grands que sa non-prise en compte. Évidemment, il y a un enjeu parce que souvent, on va tenter de mesurer ces préférences des individus. On va agglomérer dans une vision très anthropocentrique la valeur de chacun. Fait qu'on est en train de réfléchir à ce que c'est la bonne approche. Page suivante. Parce que ce que ça va nous donner comme scénario, c'est ce qu'on a dit tantôt. On fait ça notamment pour évaluer l'ensemble de ces dommages qui vont permettre d'évaluer ce coût d'abattement, si vous voulez, là, ou de l'ensemble des coûts associés à cette dégradation de l'environnement, qu'on pourra comparer aussi à ce coût marginal pour l'ensemble des mesures de réduction et dans un modèle économique classique, définir un niveau optimal de prise en compte. Donc, on essaie de faire ça pour plusieurs raisons, mais aussi pour se dire, si on n'accorde aucune valeur à ces dommages environnementaux, on a tendance à ne pas vouloir dépenser non plus pour mettre en place des stratégies efficaces d'évitement ou de réduction des émissions. Et donc, on a une dégradation. Donc, on va tenter de définir un niveau optimal et ça sert à quelque chose, notamment pour se dire jusqu'où on devrait aller. Est-ce que l'économie est capable de nous influencer dans le positionnement pour pouvoir développer adéquatement une orientation pour faire ça ou un niveau optimal de prise en compte? Et une fois qu'on a dit ça, il faut absolument passer à la page suivante parce que ça signifie bien sûr qu'en faisant ça, on ouvre des chapitres qui sont en soi des présentations très longues
comment on prend en compte ses préférences temporelles avec ce taux d'actualisation? Est-ce qu'on prend un bon taux? Quelle valeur on accorde donc au long terme? Comment, bien sûr, on va définir ses meilleures politiques publiques pour arriver à ces optimums? Qu'est-ce qu'on fait en matière de prise en compte des équités? Et je vais arrêter là-dessus parce que juste ça nous occupe beaucoup trop longtemps. Et on passe à la figure suivante. Et rapidement, ce que ça signifie, donc, c'est qu'on va faire quoi? On va tenter de se dire, dans le cas de l'environnement, c'est gérable et on le fait depuis longtemps. Et soudainement, on est en train de réfléchir à ces enjeux sur le volet climat. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Sur la question de la pertinence, on l'a bien démontré avec les évaluations de Stern depuis longtemps. Globalement, cette mesure en matière de réduction des émissions est financièrement très pertinente. Et qu'est-ce qu'on se dit là-dessus? C'est un peu la redite presque, mais complémentaire à ce que Jérôme vient de faire, mais à ce que plusieurs ce matin ont fait. Ben, d'abord, nous dire que, si je recite le secrétaire général des Nations unies, cette question climatique, c'est l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça signifie comme enjeu. Et puis, si je reprends la discussion de Philippe ce matin, j'avais un petit sourire sur sa question. On n'est pas très original, mais on peut se dire que majoritairement ce matin, enfin, on était d'accord avec un président américain, puisque Biden disait il y a à peine une dizaine de jours que cette question des changements climatiques est une menace existentielle à la vie et à l'économie. Donc, un enjeu essentiel à cause de l'ampleur des dommages, à cause de sa dimension de très long terme, à peu près irréversible à l'échelle humaine. C'est un des enjeux majeurs dans cette problématique. Une responsabilité, bien sûr, qui est commune entre les États, mais qui va être différenciée. Fait qu'à chaque fois, c'est jamais simple de savoir quelle est notre part réelle. Des répercussions sur les questions des inégalités qui sont majeures. Des incidences sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur l'ensemble des objectifs de développement durable, que malheureusement on ne traite pas assez souvent, mais qui devrait être au cœur de notre réflexion aussi. Donc, dans ce type de scénario, on a aussi et évidemment cette question de la prise en compte de l'énergie, parce que c'est l'un des éléments centraux du développement économique. Et rassurez-vous, j'ai presque terminé, surtout si on passe à la page suivante, mais qui est la plus importante. Parce que qu'est-ce qu'on conclut dans ces enjeux, notamment avec les liens qu'on avait tantôt avec le rapport de l'IPCC? Ben, c'est que cette capacité à émettre des gaz à effet de serre, elle est malheureusement limitée. On a tout à coup quelque chose qu'on n'a presque jamais vu encore. Une contrainte physique réelle, absolue, à nos stratégies de développement qu'on peut mesurer de façon relativement précise. Et là, qu'on sort dans le rapport de l'IPCC, c'est si on veut avoir 50% de chance, 67% même de chance de réussir l'objectif de 1,5, il ne faut pas dépasser 400 gigatonnes de CO2. Et donc, il faut être non seulement être carboneutre d'ici 2050, mais que l'ensemble des émissions totales n'excède pas ce montant. Si la cible, c'est 2, ben, on a un peu plus de marge de manœuvre. On a donc un budget limité. Et ça, c'est en train de changer un peu la problématique. Et on le voit bien dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est sur la page suivante, où là, on réfléchit à comment on fait pour s'en aller sur une trajectoire conforme à ces objectifs et donc de net zéro en 2050. Ça va se traduire, bien sûr, par une réduction massive de l'ensemble de l'énergie fossile, 90% du charbon, 75% du pétrole, 55% du gaz naturel, au minimum, si on est capable de séquestrer le reste. Sinon, il faudra en faire plus. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire à la page suivante? C'est que, contrairement à ce que je venais de vous présenter au début, où notamment ces questions d'évaluation monétaire permettent de se dire, on va où? Qu'est-ce qu'on fait comme objectif? Jusqu'où peut-on prendre en compte ces enjeux environnementaux? Dans le cas du climat, c'est un peu différent parce qu'on est déjà en train de se dire, nous avons un objectif à atteindre. Donc, quelque part, on peut réfléchir à une approche qui est complémentaire et définir cette valeur de l'action pour le climat dans une approche complémentaire à ce qu'on vient de voir tantôt, mais néanmoins assez différente, une approche plutôt de coût-efficacité. Donc, se dire, voici une cible déjà prédéfinie au niveau social, qui est notamment l'objectif carbone zéro en 2050. Et dans ce type de scénario, la question va être simple. C'est plutôt comment on fait pour atteindre cette cible au coût le plus bas possible. Donc, cette approche un peu différente du modèle coût-avantage qu'on a vu tantôt, c'est qu'on va bien sûr développer une approche qui est plus en référence aux préférences collectives qu'on aura définies au-delà de ces enjeux uniquement économiques. Et dans ce type de scénario, cette valeur, qu'on appelle la valeur tout à l'heure du carbone, ben, on aura comme approche une capacité d'identifier à partir de ça l'ensemble des actions de réduction et des émissions de gaz à effet de serre capables de nous permettre d'atteindre cet objectif en bien sûr chiffrant ces différentes variables. Si on pense à la figure suivante,
J'ai presque fini. Donc, dans ce modèle coût-efficacité, c'est un peu différent de tantôt. C'est pas quelle est la valeur, différentes valeurs de ce coût marginal, de ces externalités, si vous voulez. Mais on a plutôt défini la cible. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on a comme coût, avec généralement des corridors pour y arriver, qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif prédéfini. Et ça se traduit notamment par les travaux qui ont été faits il y a déjà 2 ans, à la page suivante, les travaux de la commission Quinet en France, qui est un exemple parmi tant d'autres, mais qui illustre bien ce type de scénario, et qui se dit dans ce type de scénario de réflexion, on va identifier l'ensemble des actions possibles en les chiffrant et en disant, évidemment, on va commencer par faire les moins coûteuses, mais jusqu'où on peut dépenser. Donc, dans le scénario de la commission Quinet, pour arriver à l'objectif 2050 de 0 émission en France, ben, ça signifie qu'il faut se dire au départ, en 2030, pour l'horizon 2030, quand je prends ma figure qui est là, toute action qui nous coûte moins de 250 € la tonne de réduction devrait être mise de l'avant parce que ça va être compatible avec la trajectoire. Si ça nous coûte plus que 250 € la tonne, on attendra un peu. On va commencer par faire les technologies qui sont les plus efficaces et les moins coûteuses au départ. Mais à mesure qu'on va réduire, ce coût de réduction va devenir de plus en plus élevé. Donc, cette trajectoire permet plus d'identifier une espèce de... Cette approche permet de faire plus une trajectoire pour arriver à nos objectifs, sachant qu'on aura clairement défini cet objectif et qu'on l'aura accepté socialement. Et ça va me permettre de conclure, quand je vais arriver à la dernière page, dans ce type de scénario, il faut quand même être un petit peu réaliste sur sa capacité, parce que je vais vous donner un exemple tiré du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, comité scientifique français, là, qui conseille le gouvernement, où on nous dit les financements des investissements climatiques publics et privés sont à planifier sur le long terme et pourraient s'appuyer justement sur cette valeur tutélaire pour le climat qui pourrait être définie au niveau européen dans leur cas. Mais on n'est pas encore rendu à définir de façon systématique. Il nous reste un peu, comme on disait tantôt avec Jérôme, une véritable volonté à mettre en œuvre dans ces stratégies. Donc, il faut accorder une valeur monétaire. Et dans ce type de scénario, la chanson qui est là n'est pas pour moi, j'imagine. Il faut donc intégrer donc, je vais arrêter. Pour une guenon, j'ai donc conclu que j'avais terminé puisqu'on écoutait une chanson. Et donc, en conclusion, l'objectif, c'est il faut bien sûr internaliser ces bénéfices collectifs que constitue la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il va falloir non seulement réfléchir à ce que la régie peut le faire, mais surtout comment la régie va contribuer à faire ça pour qu'on puisse intégrer dans ces enjeux, évidemment, de prise en compte de long terme, cette question d'une saine gouvernance dans une perspective de recherche du bien commun. Et là, c'est maintenant terminé. Alors, merci pour la présentation. Alors, vous retenez vos questions parce qu'on va entendre les 2 autres conférencières. Alors, Annie? Oui, notre prochaine conférencière est Mme Laure Varidel. Mme Varidel est professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, cofondatrice d'Équiterre et pionnière du commerce équitable, co-auteure du Pacte pour la transition écologique et co-instigatrice du mouvement Mères au front. Elle participe depuis de nombreuses années au débat environnemental au Québec. Elle est l'auteure de plusieurs livres. Madame Varidel, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation et merci surtout à la régie d'organiser une telle discussion, un tel colloque sur des enjeux qui sont aussi importants. Je suis désolée d'avoir manqué les interventions de ce matin, puis je suis désolée du décor en arrière d'une chambre d'hôtel, mais je suis à Baie-Saint-Paul où j'étais à un autre colloque. Je commence et c'était pas voulu avec la même image que Jérôme et j'en profite pour lui faire un clin d'œil et aussi revenir sur un
un point sur lequel, Jérôme, tu as terminé ton intervention et tu as parlé d'éco-anxiété, tu as parlé de tes enfants. Je pense que c'est un sentiment qui nous habite plusieurs d'entre nous, surtout après les derniers rapports des Nations Unies qui ont été rendus publics. Mais j'avais envie de réfléchir même au terme éco-anxiété et de vous partager ce qu'une arrière-grand-mère impliquée dans le mouvement Mère au front nous a partagé elle-même de manière très intéressante. Elle disait, là, il faut arrêter de parler d'éco-anxiété et plutôt parler d'éco-lucidité parce que l'éco-anxiété ne doit pas être perçue comme un phénomène ressenti de manière individuelle. Puis elle donnait l'image d'une maman prise sur une voie ferrée avec une poussette et son bébé dedans. Et elle disait, si la maman voit un train arriver à grande vitesse et qu'elle est coincée, est-ce qu'on va dire que c'est de l'anxiété qu'elle ressent ou plutôt de la lucidité qu'il faut qu'elle se mobilise, qu'elle trouve un moyen rapide pour s'enlever de là. Puis je pense que on est à un moment de l'histoire qui ressemble davantage à ça et où je pense qu'il faut qu'on canalise cette émotion qu'on peut considérer comme négative en action positive. Et je pense que, Jérôme, tu le fais de manière tout à fait extraordinaire. Et voilà, c'était mon introduction. Mais ma pré-introduction, mais ma vraie introduction, elle commence avec cette image-là et une invitation à vous tous à prendre une grande respiration, peut-être même à fermer les yeux. Et là, je ne vais pas vous lancer dans un exercice de méditation, même ça serait très, très agréable, mais juste pour prendre conscience que l'air qu'on vient d'inspirer et surtout l'oxygène sans laquelle on ne pourrait pas survivre plus qu'une minute, eh bien, c'est grâce à un travail absolument extraordinaire qui est fait par les écosystèmes, qu'on pense à tout ce qui se passe dans les océans, qu'on pense à tout ce qui se passe dans nos forêts. Et heureusement, c'est quelque chose qui est pour l'instant tout à fait gratuit, mais pour lesquels la manière dont on habite la planète, la manière dont le système économique fonctionne actuellement, la manière dont les règles du jeu sont établies, fait en sorte que la qualité de l'air qu'on respire et le climat même de la planète est grandement menacée. Et là, moi, je vais faire comme ça pour changer la diapo. Donc, ça a une tellement grande valeur, même si ça n'a pas de valeur économique, qu'on n'y met pas de prix à cette ère-là. Mais ce qu'on réalise quand on vit des moments comme cette pandémie de la COVID, c'est que la valeur qu'on attribue à certaines choses, comme à la santé, à notre bien-être, à notre liberté de pouvoir circuler où on veut, quand on veut, notre liberté de faire plein de choses qui ont été réduites pendant la pandémie, sont affectées, ce qui mène à certaines prises de conscience. Et, autre diapo comme ça, je fais semblant. Et cette autre crise qui nous menace, et en fait pour lesquelles on a déjà commencé à avoir des expressions, tout particulièrement cet été, est une occasion pour réfléchir à ce à quoi on accorde la valeur et d'une manière d'en tenir compte davantage pour prendre des meilleures décisions. Vous l'avez vu avec, en fait, le rapport de l'ONU qui est sorti il y a un petit peu plus qu'un mois où on n'hésitait pas à parler d'alerte rouge pour l'humanité. Et il y a 2 jours, un autre rapport nous disait que si on veut éviter un réchauffement global au-dessus d'1,5 degré, on avait besoin d'actions radicales immédiate. Et là, autre diapo. Là, on voit à quel point c'est radical quand on regarde les courbes. On a beaucoup vu les courbes des cas de COVID, mais dans ce cas-là, on voit que pour les émissions de gaz à effet de serre, si on veut respecter le seuil, que ce soit de 1,5 degré ou 2 degrés, il faut vraiment avoir des changements qui sont majeurs et qui vont devoir mobiliser toute la société et très certainement transformer
l'économie parce que on est dans un système qui acquis à bien des égards en externalisant les coûts environnementaux et sociaux, on a institutionné la cupidité parce qu'à bien des égards, quand on veut payer moins cher, quand on dit à nos organisations économiques qu'il faut être rentable, qu'il faut être efficace, qu'il faut regarder l'indicateur de prix, si on ne tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux, ça veut dire faire des choix économiques qui vont mener à une plus grande empreinte écologique, qui vont mener à des coûts sociaux, des coûts en santé qui sont beaucoup plus grands et qui n'apparaissent pas évidemment dans le prix à la consommation de ce qu'on achète et donc qui ne parvient pas à orienter les décisions de manière adéquate. Juste pour le Canada, la réduction je trouvais intéressant de voir à travers le temps tous les engagements qui ont été pris avec les années. On voit en bas les cibles qu'on s'était données et en haut la courbe réelle des émissions. On voit qu'on n'est jamais parvenu à atteindre nos cibles. Même après l'accord de Paris, on avait pris des engagements qu'on croyait sérieux. On est plutôt sur la tendance rouge, alors qu'on devrait sur la tendance bleue, alors qu'on devrait être plutôt dans la tendance rouge pour atteindre les cibles de Paris. On sait même que ces cibles-là sont insuffisantes pour répondre aux exigences. Aux limites qui ont été fixées par les scientifiques. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter avec une très grande légitimité. Autre diapo. Maintenant, la question qui nous était posée officiellement, donc quelle valeur économique attribuer aux écosystèmes à un aménagement durable du territoire? Mais il faudrait qu'on s'entende, hein, puis je pense que moi, j'ai envie de vous inviter à une réflexion plus large quand on parle de valeur économique. On a tendance à voir la valeur économique avant tout comme ce qui se calcule en dollars, ce qui est monétarisable. Autre diapo. Pourtant, quand on regarde la réalité qui nous entoure dans toute sa complexité, force est de constater que l'économie monétaire repose avant tout sur énormément d'interactions dans lesquelles on répond à des besoins qui sont fondamentaux, comme celui de respirer, par exemple, sans qu'on y attribue de valeur monétaire, mais c'est pourtant fondamental. Puis on voit juste dans l'exemple de ce qu'on a vécu avec la COVID, comment un minuscule virus invisible en est venu à venir affecter complètement toute l'économie et comment, en fait, quand on réfléchit en amont et on regarde un peu les réflexions sur les risques, par exemple, de prolifération, l'augmentation des risques de zoonose. Bon, on parle des changements climatiques, mais on parle aussi énormément de la perte de biodiversité et de comportements humains qui ont fait en sorte que certaines maladies qui avant se contentaient de pangolins ou de chauves-souris sont maintenant en contact avec les humains beaucoup plus facilement à cause de la déforestation, à cause de notre accès, notre contact beaucoup plus fréquent avec des pathogènes avec lesquels on ne devrait pas normalement entrer en contact. Et là, il y a des études intéressantes qui sont en train de sortir sur cette question-là. D'ailleurs, juste avant le début de la pandémie, il y avait un colloque à Paris sur les liens entre l'environnement et les zoonoses dans lesquels on alertait même les autorités publiques à dire que là, on est en train d'avoir un rapport à l'écosystème qui fait augmenter grandement les risques de pandémie. On doit se rappeler cependant que l'économie est une construction sociale. Donc, si les règles qu'on a mises en place ne conviennent pas, ne parviennent pas, ne font pas en sorte qu'on respecte les limites des écosystèmes, eh bien, c'est à nous, évidemment, de les transformer et de voir comment mettre en place des mécanismes qui vont permettre d'internaliser les coûts environnementaux et sociaux parce que, effectivement, le coût est un facteur déterminant pour nos choix, mais c'est pas le seul. On sait à quel point les facteurs affectifs jouent aussi un rôle important, mais c'est un élément qui est à considérer de manière prépondérante dans l'architecture des choix de ce qui se met en place devant nous pour faire en sorte que le choix qui est le plus facile à faire et aussi le plus économique, le plus agréable soit aussi
le choix qui génère la plus petite empreinte écologique possible. Ceci dit, si c'est essentiel d'internaliser les coûts environnementaux et sociaux dans une économie de marché comme la nôtre, on pourrait même dire une société de marché, parce qu'on en est venu à accorder de l'importance avant tout à ce qu'il y a une valeur économique et pas suffisamment à ce qui n'a pas de valeur économique, on doit tout de même faire attention de manière très, très importante aux effets rebonds de telles stratégies et d'abord tenir compte dans nos choix, dans notre manière de prendre des décisions de l'ensemble du cycle de vie, parce que certaines mesures qu'on peut mettre en place dans un pays peuvent faire en sorte que le problème est simplement déplacé soit ailleurs dans un autre pays ou même juste ailleurs en termes de défis. C'est-à-dire, on peut contribuer à répondre à réduire, par exemple, l'empreinte carbone, mais si on contribue par ailleurs à augmenter la perte de biodiversité, bien, on n'est pas gagnant. Donc, si on veut bien le faire, c'est essentiel d'être prêt à aborder les enjeux dans toute leur complexité pour éviter les déplacements de problèmes et prendre vraiment des décisions qui seront véritablement éclairées sur le plan environnemental et éclairées sur le plan social. Et ça m'amène à aborder l'autre élément sur lequel on doit prendre garde, c'est toute la question de l'équité sociale des mesures d'écofiscalité qui sont mises en place si on veut avoir l'adhésion de la population. Puis je pense qu'on a un très bel exemple avec les Gilets jaunes en France où les mesures en place, il y avait pas, les gens se sont pas juste mobilisés évidemment autour de la question de l'écofiscalité, mais avec raison, les gens étaient choqués de voir que, par exemple, des gens à faible revenu voyaient leur coût de chauffage augmenter de manière extrêmement importante, mais que par ailleurs, les ultra-riches pouvaient toujours circuler dans des jets privés et que le carburant qui était utilisé pour ces jets privés-là, lui, n'était pas taxé. Donc, c'est extrêmement important si on veut pouvoir aller de l'avant et aller vers une situation où on augmente tranquillement les prix, où on fait en sorte que les règles du marché correspondent le plus possible, permettent le plus possible de respecter les limites des écosystèmes. Il y a tout un travail d'éducation, d'information, mais il y a aussi la mise en place de mesures, de mesures économiques qui ne doivent pas être discriminatoires à l'égard des personnes qui sont en partant les plus vulnérables. Donc, tout ça pour dire, en peu de temps, j'ai essayé d'aborder certains éléments, mais je pense qu'il faut oser réfléchir à ces enjeux-là aussi dans une perspective plus large. Il y a Karl Polanyi, qui est un historien de l'économie, qui disait que rien n'obscurcit autant le regard que le préjugé économique. Et je pense qu'il a raison, parce que malheureusement, quand on se met à orienter toutes nos décisions autour de cet élément-là sans tenir compte de tout ce qui la sous-tend, en fait, on peut faire des erreurs qui sont graves et nous amener même à des dynamiques sociales où il y a une plus grande polarisation plutôt que de susciter l'adhésion nécessaire pour les transformations qui s'imposent. Donc, selon moi, c'est un véritable processus de décolonisation mentale qu'on a à faire et un changement de paradigme qui est hautement nécessaire pour relever les défis devant lesquels on se trouve. Puis je vous laisse avec cette phrase de Peter Drucker qui dit « La seule manière de prévoir l'avenir, c'est de le créer ». Puis je pense qu'avec des mesures d'écofiscalité, mais aussi avec d'autres types d'engagements réglementaires, notamment, on prend des décisions aujourd'hui qui influencent ce que sera demain et le demain qu'on nous décrit avec les dernières études du GIEC n'est certainement pas celui qu'on souhaite. Donc, c'est à nous de choisir aujourd'hui ce que sera demain. Merci.
Merci, Madame Varidel, pour cette perspective rafraîchissante qui élargit vraiment le cadre de notre réflexion dans le cadre du colloque. J'accueillerai maintenant notre prochaine conférencière, Madame Marie-André Caron. Madame Caron est professeure titulaire au département des sciences comptables de l'ESG-UQAM et membre de KEOPS, Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure. Elle s'intéresse notamment à la comptabilité environnementale et sociale et à la transdisciplinarité. Madame Caron, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est sûr que je ne sais pas s'il reste du temps vraiment pour parler après Alain et Laure, mais je vais essayer de faire rapidement. C'est sûr que Laure, on se connaît pour avoir collaboré sur quelques projets, là, notamment à l'UQAM. Donc, comme on disait, mes intérêts de recherche portent sur la comptabilité sociale et environnementale, mais du point de vue de la divulgation extra-financière des entreprises, du point de vue de la pratique professionnelle, pour voir de quel type de compétences ça implique, et dernièrement, sur la gestion des grands projets d'infrastructure, donc avec le regroupement KEOPS et ma collègue Nathalie Drouin notamment. Donc, je travaille essentiellement sur les bénéfices non financiers. Alors, c'est intéressant de constater qu'à notre époque, les artistes parlent de bénéfices non culturels et les comptables parlent de bénéfices non financiers. Alors, je pense que déjà, on assiste à un renversement assez intéressant. Et donc, on s'intéresse à voir de quelle façon, je dirais, intégrer la valeur sociale des grands projets d'infrastructure, de quelle façon on cherche à l'évaluer et à lui donner vie surtout. Donc, il y a, comme disait Laure, il y a un changement de paradigme également qui est essentiel entre bien faire un projet. Traditionnellement, en gestion de projet, on s'intéresse au coût, au délai, à la qualité, dans le fameux triangle d'or de gestion des grands projets. Mais maintenant, ce qu'on recherche davantage, c'est à faire le bon projet. Donc, c'est de se questionner en amont pour être certain là, qu'on est en train de concevoir le projet de la bonne façon, en tenant compte justement de ces bénéfices non financiers à travers la valeur sociale. Donc, je vais faire comme Laure quand on change de diapo. C'est intéressant aussi de constater, comme on le disait d'ailleurs dans les autres intervenants, que ce soit avec M. Webster ou Jérôme Duprat, qu'entre la valeur sociale et la valeur économique, il y a des liens extrêmement importants à faire. C'est pas parce qu'on parle de valeur sociale que du coup, on vient de mettre de côté l'économique. Au contraire, si on considère, par exemple, l'exemple d'un espace vert, par exemple, dans un quartier défavorisé, avec cet espace, on favorise l'inclusion sociale, qui est une valeur sociale, mais du coup, on réduit les coûts de santé puisque les gens sont moins malades, ils se supportent, s'entraident mutuellement. Au niveau d'un milieu de vie également plus sécuritaire, on va favoriser la valeur des propriétés, on va favoriser l'arrivée de commerçants. Au niveau de la qualité de vie des espaces pour faire de l'exercice, eh bien, on va diminuer les coûts de santé. Donc, c'est bien évident. Ça, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, mais je pense qu'il faut se le dire, il faut se le répéter, qu'il y a un lien très, très important à faire entre valeur sociale et valeur économique. Donc, pour vous expliquer un peu, dans le fond, ce que je veux, moi, aujourd'hui, c'est plus vous expliquer dans quelle approche on réalise des études de cas. Présentement, on le fait à l'intérieur d'infrastructures hydroélectriques. Je vous dirai pour quelle entreprise il s'agit. Et pour finalement essayer de voir de quelle façon on peut favoriser cette intégration de bénéfices non financiers. Donc, je pars diapo suivant. Je suis partie avec un écrit, dans le fond, que j'ai réalisé dans le cadre d'un colloque qui était organisé par Jérôme Duprat et Jean-Pierre Ivray en 2015, où on s'intéressait beaucoup à ce moment-là, et on s'y intéresse encore, sur l'évaluation des services rendus par les écosystèmes. Et moi, mon approche était de dire, évidemment, ça nous prend une approche plurielle. Pour réaliser cet écrit, je me suis intéressée, comme je ne suis pas jeune moi non plus, comme le disait Alain Webster, je me suis intéressée à l'approche historique de l'amortissement. Et en lisant un peu, j'ai réalisé que l'amortissement comptable, qui est une donnée dans le fond que je connais assez bien de par ma pratique, avait pris 200 ans, c'est un peu décourageant, avant de prendre forme au sein des entreprises. Et en étudiant un peu cette histoire-là, j'ai réalisé qu'il y avait 3 étapes très importantes. Il fallait dans un premier temps inventer l'actif à amortir, donc la bâtisse, puisque le commerce se faisait surtout par bateau et tout était détruit lorsque l'expédition était terminée. Les ingénieurs, évidemment, ont créé des actifs durables et ces actifs durables, il fallait donc les amortir. Le mouvement CARE
que vous connaissez peut-être en Europe, qui est très, très présent pour internaliser justement les éléments environnementaux et sociaux, s'appuie aussi beaucoup sur l'amortissement. L'amortissement, c'est intéressant parce qu'avec cette provision, on enlève de l'argent, on provisionne, on ne distribue pas cet argent, par exemple, aux actionnaires. L'entreprise le garde pour assurer le renouvellement de ses actifs. Donc, le modèle CARE s'est dit, bien, écoutez, on fait la même chose avec l'amortissement. On peut prendre une provision, donc internaliser, pour protéger l'environnement et protéger la valeur sociale également. Mais, donc, j'ai fait le parallèle avec l'environnement, puis j'ai réalisé qu'on avait aussi inventé l'environnement. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'Alain nous dit qu'il y a beaucoup de construction sociale dans ce modèle-là, et on l'a vu avec Alain aussi, c'est que l'environnement, donc on l'a inventé. Ça fait drôle à dire, mais il a fallu lui donner une présence, une vie. Et le groupe Greenpeace, notamment, l'a fait autour des années 70. C'est au même moment qu'une revue comptable importante était créée. Dans le premier numéro, il y avait des articles scientifiques sur l'environnement, sur la manière de considérer l'environnement. Donc, pour l'inventer, ça nous prend des groupes, des associations, ça nous prend des scientifiques et ça nous prend également des articles professionnels. Donc, tout ça contribue à inventer cette chose qui est, dans le cas qui me préoccupe présentement, la valeur sociale. Donc, on est en train ensemble, on le fait à travers ces colloques-là aujourd'hui aussi, d'inventer ce bien qu'on va chercher maintenant à évaluer, à valoriser. Et là, les économistes, comme pour l'amortissement, sont entrés en scène. Évidemment, ça prend du sérieux dans le modèle. Il faut être capable, et là, on se retourne vers les économistes, il faut être capable de l'évaluer. Il faut être capable de dire, oui, cette chose qu'on a inventée, qui est intangible d'une certaine façon, on va être capable de la rendre un peu plus tangible. On va être capable d'essayer de s'entendre sur ce que ça vaut. Et c'est intéressant d'y mettre une valeur parce que c'est la seule façon de provisionner, en fait. L'amortissement comptable a pu naître par rapport aux actifs financiers parce qu'on a pu évaluer la perte de valeur de ces fameux actifs financiers. Donc, on tente de faire la même chose avec les actifs environnementaux, sociaux. Et en passant, je ne fais pas de distinction entre environnement et social. Pour moi, l'environnement est vraiment inclus dans le social. Puis on l'a vu avec Laure quand elle nous a parlé de la pandémie. Je pense que ça devient très, 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 très clair. Donc, on va simplement étendre la notion de valeur environnementale vers la valeur sociale, qui est plus complexe encore, je pense plus riche. Mais ce qu'il faut considérer de manière très importante, et ça a été vrai pour l'histoire de l'amortissement, c'est qu'il faut l'utiliser, cette provision. C'est pas parce qu'un jour des organismes le créent, que des scientifiques le créent, qu'on va tout d'un coup, par miracle, se mettre à l'utiliser à travers les entreprises. Donc, les compagnies des Indes, historiquement, se sont mis à utiliser l'amortissement dans leurs états financiers. Ils l'ont adopté. Et c'est en l'adoptant, dans le fond, qu'ils l'ont poursuivi sa génétique. Donc, c'est devenu une véritable innovation sociale. Donc, pour que BNF devienne véritablement une innovation sociale ou la valeur sociale devienne véritablement une innovation, il faut qu'elle passe à travers ces étapes, mais elles ne sont pas forcément linéaires. On voit qu'elles peuvent se faire en parallèle aussi, surtout si on va aller plus vite que les 200 ans qu'ont requis l'invention de l'amortissement. Donc, au niveau de l'utilisation, là, ça amène beaucoup de prudence. Ça amène à se poser la question, à qui sert la mesure, à quoi sert la mesure et qui va véritablement lui donner vie. Et c'est là où j'ai embarqué dans ma deuxième série de travaux, donc on change la diapo, où, dans le fond, pour procéder à cette intégration de bénéfices non financiers, il faut se donner une approche de recherche partenariale. Et cette approche de recherche partenariale nous amène à impliquer les acteurs concernés par les implications sociales et environnementales dans la définition même de la mesure. Pardon. Et je reviens à ce que disait Alain, c'est à peu près ça aussi. Je pense que c'est intéressant de voir que comme économiste, il n'exclut pas du tout la participation des acteurs concernés par la mesure. D'ailleurs, il nous parlait de plusieurs valorisations possibles. Que ce soit valeur d'usage, valeur intrinsèque, etc. Et c'est intéressant, cette notion de valeur d'usage, parce que là, on se retourne vraiment sur cette idée d'utilité de la mesure. Et là, il y a plusieurs acteurs d'impliqués dans cette mesure-là. Et c'est donc avec cette approche-là qu'on mène nos études. Et pour le faire de manière vraiment, on pense, adéquate, il faut aller chercher les représentations même des acteurs à l'égard de ces différents enjeux. Et quand je parle des acteurs, évidemment, il y a les acteurs concernés par les impacts, mais il y a aussi les gestionnaires de ces grands projets pour favoriser l'adoption de cette valeur sociale
il faut l'inscrire dans leur modèle de gestion, en quelque sorte. On ne peut évidemment pas exclure ces gestionnaires de projets qui sont au cœur de ces différents modèles. Donc, suivant. Et c'est là où on a réalisé, dans le fond, une revue de littérature systématique qui fait l'objet de cet article-là, où on a identifié les grands modèles qu'utilisaient les fameux gestionnaires de grands projets. Donc, prochaine diapo. Et on a réalisé que parmi les approches, certains préféraient les approches carrément analytiques, qui mettent l'accent sur les parties prenantes, peut-être concernées, là, avec lesquelles sont habitués de travailler. Mais il y a aussi des modèles holistes présents dans la littérature, où là, on va considérer, par exemple, les fameux 3 cercles du développement durable que vous connaissez bien. Donc, il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise à travailler avec ces modèles-là. Bon, dans les holistes, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a identifié des holistes binaires, des encastrés et encastrés. Des encastrés, on a les 3 cercles séparés, mais l'encastré, c'est qu'on intègre les 3 cercles dans la société. Donc là, on voit que plus on avance avec ce type de holisme, plus c'est complexe à gérer, mais c'est sûr qu'on évolue aussi dans le temps à travers nos démarches et on a réalisé que les gestionnaires de grands projets aimaient travailler avec les risques, les facteurs clés de succès, qui sont les fameux KPI, les analyses coûts-bénéfices, la notion de stratégie, la notion de développement durable ou de RSE. Donc, ces concepts-là dans la littérature sont des concepts qui peuvent très bien être utilisés par les gestionnaires pour favoriser une intégration des bénéfices non financiers. Et à l'écoute de ce qu'a présenté Alain Webster, j'ajouterais des analyses coût-efficience, qui sont aussi une donnée très importante qui sont utilisées. Donc, c'est l'approche que l'on préconise. Et à partir de là, évidemment, c'est d'entrer vraiment dans une démarche partenariale là, qui est largement documentée comme méthodologie dans la littérature pour s'assurer d'intégrer toujours les différents acteurs. Mais là, on voit qu'on a des acteurs, entre le gestionnaire de grands projets et l'acteur concerné par les impacts, on a là une tâche de réconciliation, d'attentes qui peuvent être contradictoires et donc dans une approche de gestion qui peut être paradoxale aussi. Des gens peuvent être d'accord avec certains points de vue du projet, mais contre d'autres points de vue. Donc, il s'agit également de gérer avec ces différents paradoxes. Et c'est sûr qu'adopter une perspective de gouvernance qu'on appelle territoriale ou en réseau, donc où on élargit les acteurs concernés par la gouvernance du grand projet, ben ça évite, on essaie d'éviter les effets rebonds dont parlait Laure, parce que là, on élargit les acteurs concernés. Je vous remercie. On est rendu à la dernière diapo, donc là, on peut en passer pas mal finalement, puisque ça, les suivantes, on peut les passer en rafale. Ce ne sont que des exemples des différents modèles, ce sont des exemples schématisés, puisque le schéma, c'est aussi une technique qu'on utilise dans nos approches. Souvent, on aborde les acteurs avec différents schémas dans lesquels ils sont capables de se situer. Ça aussi, c'est une technique méthodologique qui peut être intéressante là, pour faire des études de cas. Donc, on peut avancer encore. Pour co-construire, c'est extrêmement important. Merci. Alors, merci, Madame Caron. On va passer maintenant à la période des questions. Je vais aller d'emblée avec une question qui intègre des éléments de questions dont beaucoup de participants se posent. Pour le panel 2, on a invité un économiste, un sociologue, une spécialiste de la comptabilité, à nous exposer et à réfléchir sur l'établissement de la valeur économique d'un bien intangible ou de la valeur d'un écosystème, donc d'un BNE. Or, le travail de la régie, dans la perspective où elle verra à intégrer des BNE dans le cadre de ses travaux, va être de déterminer en quelque sorte qui paie pour atteindre ce but. Donc, est-ce que c'est les actionnaires? Est-ce que c'est les consommateurs? Quels consommateurs doivent payer le prix? Est-ce que c'est la société au complet? Et quelle est la part de chacun? Alors, c'est une question un peu philosophique, mais technique à la fois. Mais comme vous arrivez de différents horizons, j'avais envie de vous entendre sur cette question. À tour de rôle, ou celui qui a envie de se lancer. Ben, je vais commencer parce que par ordre alphabétique, c'est toujours les W, j'imagine. Mais avant de se demander qui paye,
il faut encore se demander, on paye quoi? Je pense que c'est la première question. Puis ce que j'essaie de vous ramener en quelques minutes, c'est il y a une tentative d'évaluer cette valeur de façon agrégée par ces estimations individuelles. Et il y a aussi, à travers ces stratégies de coût, efficience ou efficacité, des stratégies définissons collectivement l'objectif pour s'entendre sur la cible, par exemple net zéro, et ensuite identifions les mesures à prendre, donc les coûts associés à cette transition. Et la question passionnante que tu nous amènes, c'est ensuite, qui va intégrer ce coût-là? Le principe qu'on s'est donné depuis 50 ans, c'est un principe pollueur-payeur. On sait très, très bien ce que ça signifie en termes pratiques. C'est que si on incorpore ce coût dans l'ensemble des biens, en bout de ligne, ça sera le consommateur qui va se ramasser avec la facture. Et Laure l'a très bien dit, je vous ai dit ça très rapidement dans un mot, mais il va falloir à chaque fois se demander si quelque part, ces stratégies-là vont être acceptables en matière de répartition de coûts avec un autre objectif, parce qu'on ne travaille jamais avec un seul objectif dans ces prises de décision, mais un scénario de tentative de ne pas accroître ces inégalités sociales de façon indue. Le commentaire de Laure sur la question de la tarification carbone en France, on l'a bien vu. On a mis en place un modèle important de tarification carbone, mais qui avait en plus, si on ramène ça de façon plus spécifique là, sur le commun des mortels et non pas les jets privés, ben, des incidences importantes en ayant un impact plus important sur les groupes à plus faible revenu en termes relatifs et des impacts moins importants sur les groupes à revenus plus élevés. Donc, l'élaboration de cette mesure était inéquitable du point de vue fiscal. On faisait porter un fardeau plus grand sur les populations à plus faible revenu. C'est aussi socialement inacceptable. Donc, dans cette question, on ne peut pas identifier quelqu'un en particulier, il n'y a pas un seul coupable, mais dans le rééquilibrage de cette boussole économique, il va falloir tenter de faire porter ce coût-là où il y a effectivement une capacité de modification de système, mais en même temps, se demander à chaque fois comment on s'assure qu'on n'est pas en train d'accroître ces inégalités parce que cette dimension va aussi être fondamentale à traiter. Mesdames? Je vais enchaîner. Merci Alain pour ces explications. Bien, en complément, j'ai envie qu'on se mette devant un exemple concret. Par exemple, moi, j'ai une partie de ma famille éloignée qui a été une partie de sa vie dans les énergies fossiles, dans les pipelines. Et j'ai trouvé ça, et dans le gaz. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mes échanges avec eux et avec d'autres acteurs économiques à l'égard de la difficulté d'avoir des projets, par exemple, qui vont favoriser le gaz renouvelable. On sait que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire, qu'il y a plusieurs entreprises, par exemple, qui ne peuvent pas fonctionner autrement qu'avec du gaz pour des raisons techniques. Mais comment est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on doit laisser la majorité des énergies fossiles dans le sol? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le gaz renouvelable soit économiquement compétitif avec le gaz qui provient des énergies fossiles, en particulier le gaz de schiste. Et donc, il y a ce défi-là. Et je pense que la manière d'y répondre et qui contribue aussi à faire augmenter les coûts, c'est la réglementation. Donc, c'est pas juste l'éco-fiscalité, ça sera pas juste de mettre un prix sur le carbone plus élevé, de tenir compte de l'impact environnemental, de l'impact sur la santé du gaz à partir de l'extraction dans les tuyaux avec les émanations de méthane et après les effets sur le climat. Mais c'est aussi de faire en sorte qu'on limite déjà en partant les subventions qui sont accordées au secteur polluant. Et on sait que dans le cas des énergies fossiles, même au Canada, on a un travail immense à faire à cet égard-là.
Et ensuite de ça, mais pour le temps que certaines nouvelles technologies se développent, comme dans le cas du gaz renouvelable, mais je pense que ça va aussi nécessiter des subventions pour faire en sorte qu'au bout du compte, le citoyen comme l'entreprise peut faire un choix. Puis en ce moment, il n'y a même pas la possibilité de le faire parce qu'on ne distingue pas l'approvisionnement de l'un ou de l'autre, mais où ce choix devient une réalité quand on parle de l'architecture des choix, pour faire en sorte que le choix ayant la plus petite empreinte écologique soit le plus économique et le plus facile à obtenir. Dans ce cas précis-là, on n'est pas du tout rendu là. Donc, donc c'est pas juste d'augmenter le prix à la consommation, mais c'est d'agir sur tout le cycle de vie de l'extraction jusqu'à la consommation aussi. Mais sans doute que Pierre-Olivier Pinault aurait qui présente cet après-midi aura des éléments d'information qui seraient intéressants. Je serais curieux de l'entendre d'ailleurs sur cette question-là. Pour ma part, je dirais que, en fait, je reviendrai au fameux diapo où je présentais la valeur sociale, la valeur économique. Si véritablement prendre en compte cette valeur sociale génère une valeur économique, eh bien alors, ceux qui profitent de cette valeur économique vont se partager le coût de ce que ça a coûté de générer cette valeur sociale. C'est tout simple. On parle d'augmentation de valeur des propriétés. Pourquoi, si au moment de vendre, il n'y a pas une quote-part qui servirait à financer justement cet environnement-là qui a profité à la valeur de la propriété? Même chose pour réduction des coûts de santé. Si véritablement on réduit les coûts de santé, c'est-à-dire que pour l'État, c'est tout à fait intéressant de financer ce genre d'infrastructure. Et même chose pour les commerçants, dans le fond, qui se logent tout près d'un parc super intéressant qui favorise l'inclusion, qui leur permet d'avoir des activités commerciales, et bien d'avoir un coût correspondant. Puisqu'il y a valeur en comptable financier, bêtement, c'est aussi simple que ça. Dès qu'on fait la démonstration qu'il y a une valeur économique, c'est plus facile de se poser la question de qui va payer. Mais aussi, les plus démunis, moi, je trouve que toute approche doit de toute façon se centrer aussi, comme le disait Laure, sur les plus démunis. Ça, je pense que c'est la chose vraiment à retenir. Hein, on veut, à un moment donné, comme par exemple gérer l'eau, restreindre l'accès à la ressource. Eh bien, il faut toujours s'interroger sur quel va être l'effet sur les plus démunis. Ça, c'est la chose à considérer. Et finalement, assurer des mesures transitoires aussi pour tout système que ce soit hydrocarbures, la même chose. Tout système qui va défavoriser tout un groupe de la population, prévoir des mesures transitoires. Et sur le premier exemple que tu as donné avec qui profite de ce type de mesures, c'est exactement ce qu'on a mis en place avec la redevance sur le REM, en se disant on va aller chercher une quote-part de cette rente immobilière obtenue par cette nouvelle infrastructure. Donc, la capacité de développer des politiques publiques capables de prendre en compte ces enjeux, elle est innombrable, elle est très grande. Et vous êtes Dès qu'on fait la démonstration, hein, c'est ça. Dès qu'on peut faire la démonstration qu'il y a une valeur économique générée, mais c'est sûr qu'il y a un exercice important à faire, tant au niveau économique que politique, évidemment. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on ne l'a pas encore fait, parce que je vous rappelle que ces principes d'évaluation monétaire, d'internalisation, de pollueur-payeur, tout ça est intégré dans la loi sur le développement durable au Québec depuis... 200 ans! 200 ans, n'oubliez pas! 200 ans, mais dans la loi formellement adoptée par l'Assemblée nationale, qui, elle, n'a pas encore 200 ans, mais dans cette loi spécifique, ça fait déjà longtemps qu'on a mis en place l'ensemble de ces principes. Pour le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on tarde un peu à faire cette application. Et puis, dans la question des changements climatiques, la question ne se pose plus en matière temporelle. On n'a pas le choix. 3 petites décennies pour transformer complètement ce secteur vers une filière décarbonisée. Donc, on a juste plus le temps d'attendre. Vous êtes tous très généreux de vos propos. Puis, je vais me permettre de vous relayer une question de relance sur les propos de M. Webster. Vous nous avez dit tantôt en début de segment qu'avant de savoir qui paie, il faut déterminer quels sont les objectifs et quelles sont les mesures. Est-ce que ça ne serait pas le rôle de la politique énergétique que de déterminer les objectifs et les mesures? Et est-ce qu'elle ne couvre pas ces points? Donc, j'aimerais ça vous entendre sur la question. Vous savez, je l'avais dit en introduction, j'ai le bonheur de présider un nouveau comité mis en place après l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale sur la gouvernance climatique, un peu comme on a fait en France et initialement en Angleterre, la création de ce comité scientifique. Et j'ai le plaisir de partager
ce comité avec notamment Jérôme et Pierre-Olivier, là, pour nommer les deux qui sont avec moi ici aujourd'hui. Mais je recule d'une petite coche parce que vous venez de faire un lien direct, évidemment, à la régie avec la stratégie, le ministre de l'Énergie et la stratégie énergétique. Mais en même temps, dans la loi qui vient d'être adoptée, qui porte de façon spécifique sur cette question climatique, on nous dit aussi quelque chose de nouveau. Le ministre de l'Environnement et le conseiller du gouvernement. Et il doit s'assurer que c'est adapté dans l'ensemble de la stratégie gouvernementale. Donc, cette question n'est plus une question de un ministère, un organisme. C'est une question gouvernementale en se disant socialement, comment doit-on atteindre cet objectif en matière de lutte au changement climatique? Et si on ne le fait pas, ben, ça sera au ministre notamment de s'assurer que ça se fait adéquatement en y faisant les commentaires aux besoins. Ça s'applique dans tous les ministères et dans tous les organismes publics, incluant la régie, soit dit en passant. Et donc, on aura le bonheur de pouvoir, comme comité conseil au ministre, de pouvoir faire des commentaires sur tout, incluant sur la prise en compte de ces enjeux par la régie, parce que ça doit se faire. Si on veut que le gouvernement atteigne ses objectifs, et on a vu à quel point c'est difficile depuis les dernières années de tendre vers une stratégie de réduction des émissions, et là, on a très, très peu de temps, ben, il faut que ça soit l'ensemble de l'appareil gouvernemental de façon cohérente. C'est la cohérence de l'État pour s'en aller dans la même direction. Fait que c'est une longue parenthèse, votre commentaire, mais moi, je pense que ce n'est pas qu'une question du ministre de l'Énergie ou du ministère, mais c'est une question de choix d'abord sociétal, mais qui relève globalement de l'ensemble de la responsabilité de l'État dans ce virage. Ça me semble essentiel. Commentaire, mesdames? Est-ce que, écoutez, je vais vous donner une autre question. Bien répondu. Qui nous est parvenue. On est dans tout notre questionnement sur la prise en compte des BNE. Est-ce qu'on ne devrait pas préalablement ou en parallèle, d'abord et avant tout, essayer de produire des biens durables? Donc, on parlait de cycle de vie là, mais est-ce qu'on ne devrait pas, en même temps, on disait qu'il ne faut pas faire juste une chose, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'on ne devrait pas, en même temps qu'on s'intéresse aux externalités et comment on les prend en compte, mais commencer par produire des biens qui vont avoir un cycle de vie beaucoup plus long et à ce moment-là, qui vont avoir un impact beaucoup plus tardif au niveau de l'environnement. Alors là-dessus, vos pensées? Mais moi, ça me semble évident qu'il faut faire ça, qu'il faut trouver des moyens de contrer l'obsolescence programmée qui génère des gaz à effet de serre de manière très, très importante, sans parler des autres effets tout au long du cycle de vie de ces produits-là. Puis ça, c'est un exemple concret de capacité qu'on a. Hein. Moi, je suis pas si vieille que ça. Puis quand j'étais jeune, la radio était brisée ou le grille puis on les faisait réparer tout simplement, alors que maintenant, justement, parce que le coût environnemental et social n'est pas intégré, on nous dit que c'est plus économique de le jeter, d'en acheter un autre. Donc ça c'est un questionnement aussi qu'il faut avoir sur le plan mondial, parce qu'on est dans une économie qui est mondialisée et il y a des risques à déplacer ailleurs, des impacts pour nous localement, réduire notre empreinte écologique. D'ailleurs, on l'a vu, puis c'est un des points qui a été critiqué avec l'Allemagne, où beaucoup de ces pratiques les plus polluantes ont simplement été déplacées en Asie. Donc, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas nécessairement diminué au niveau global, mais l'empreinte, le bilan de l'Allemagne pour certaines industries, là, j'oublie lesquelles. Donc, il y a ce danger-là et même où la réglementation peut provoquer ce phénomène-là. Donc, de là, l'importance de réfléchir au-delà des frontières nationales à ces questions-là, mais ça commence toujours par quelques entités qui peuvent ensuite en influencer d'autres. On l'a vu avec différents types de réglementations ou d'éco-taxes en Europe, comment souvent ça part de là, dans une population des législations, notamment en Europe du Nord, où les gens sont plus prêts à aller de l'avant, et ensuite de ça, ça inspire d'autres endroits.
droit à aller de l'avant et à mettre en place de telles mesures. Mais il y a une réflexion fondamentale avec le dernier rapport de l'ONU où on nous dit qu'il faut des actions radicales immédiates. C'est clair que l'enjeu, non pas seulement de la durabilité, de la réparabilité des biens est là, mais la question de la réduction de la consommation ultimement doit être abordée. On doit réorganiser nos sociétés autour d'autres choses que la consommation comme mode de vie et identité. Il y a tout cet enjeu-là à revoir, parce que tant que l'identité des personnes va être très, très imbriquée dans la consommation, on va se définir par ce qu'on possède plutôt que ce qu'on est, mais ça va continuer à nous amener à vouloir consommer plus, à s'identifier à travers des biens qui sont dommageables bien souvent pour l'environnement. Fait que quand je dis qu'il y a une réflexion très large à avoir, puis une nécessité un processus de décolonisation mentale qui doit être mis en place, ça touche absolument toutes les sphères de la société et tous nos choix. Puis j'ai cru comprendre par les commentaires plus tôt que Sidney Ribault a parlé de la question du test climat, mais c'est ça aussi, en fait. C'est pas juste nos institutions quand ils prennent des décisions à passer le test climat, mais nous-mêmes, en fait, ce test climat-là doit être fait dans l'intimité de nos foyers, comme dans les processus de décision des entreprises et de nos instances publiques pour transformer les politiques publiques. Et ce dernier point, là, me semble particulièrement important parce que on n'est pas dans un débat, c'est associé plus à la consommation, c'est associé plus à la production, ça doit être à l'État de déterminer, d'intervenir, ou ça doit être juste les changements de comportement individuel qui vont arriver à la solution. Ça doit se faire simultanément. L'apport de chacun de ces trois acteurs, là, l'industrie, la capacité du gouvernement de faire cette transition et les individus dans leur choix de consommation. On peut avoir un long débat sur l'apport de chacun, mais c'est clair que ça doit se faire simultanément. Et dans ce cas-là, la régie a un rôle fondamental à jouer dans sa capacité d'incorporer ces enjeux, notamment en matière climatique, pour s'assurer que cette intégration de cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre rapidement puisse s'intégrer dans l'ensemble de la stratégie énergétique. Mais quand même, le problème avec tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de données très intégrées là-dedans. Donc, quand on cherche à réduire la consommation de biens qui ne sont pas durables ou à les rendre plus durables, on vient de couper la production dans des pays pauvres à beaucoup. Mais faisant ça, on coupe peut-être, certains ont peut-être eu l'accès à l'éducation ou l'accès à certains avantages qu'ils n'auraient pas eu autrement. Donc, il faut aussi le penser comme ça. Il faut chercher une façon dans la réglementation de compenser ou de donner accès autrement. C'est tout ça qui est à considérer dans ces éléments-là. C'est qu'il y a des gens qui sont exploités, oui, économiquement, qui produisent des biens qui nuisent à l'environnement, mais ce faisant, ça leur donne accès à certains accès à l'éducation ou à la santé qu'ils n'auraient pas eu autrement. Donc, c'est pas facile. C'est extrêmement complexe comme modèle. Je vous relance, Mme Caron. C'est évident que à partir de l'instant qu'on empêche une population de grandir pour que nous, on puisse se dire, on a bien consommé maintenant, il y a toute cette question d'équité qui dépasse les frontières, mais on pourrait très bien imaginer que si on se met à construire de façon durable, on pourrait aussi compenser. Et je dis, c'est toute la question comment la richesse est distribuée et comment on fait en sorte que cette richesse-là puisse accompagner pas juste les pays occidentaux qui avons vécu pendant 200 ans, pendant qu'on a imaginé les choses comptables, il faut aussi s'imaginer que la qualité de vie doit être on espère à peu près la même, sinon la même, du moins améliorer la différence entre les différents continents. Mais je pense qu'on peut le faire, mais c'est évident que ça va coûter pendant un certain temps, ça risque de coûter aussi, sinon plus cher. Mais c'est à long terme qu'il faut voir les choses. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Tout à fait. Et penser des mesures compensatoires de répartition de la richesse, ça, c'est fondamental. C'est pour ça que ça prend un commerce équitable. Oui.
Je veux dire, c'est parce que c'est tout le débat autour de la mondialisation qui sort là. Hein. Puis c'est clair que quand on parle de changer de paradigme économique, c'est de repenser nos manières aussi de faire du commerce international, puis d'arrêter d'exploiter les pays du Sud comme on le fait de manière outrancière et où souvent c'est une élite avant tout qui bénéficie des liens avec les grandes entreprises et puis que la population, on l'a vu, on n'a qu'à prendre le cas du Bangladesh puis voir un petit peu comment fonctionnent les usines de vêtements, les conditions de vie, les conditions salariales. C'est sûr il y a un emploi qui est là, mais il y aurait moyen de faire beaucoup mieux puis d'abord de créer une économie qui est orientée pour répondre aux besoins de la population locale avec les ressources nécessaires plutôt que de nourrir à faible coût une économie mondialisée. Fait et tu as raison, la réflexion, elle est complexe, il n'y a pas de bouton magique, mais quand on parle de changer les règles du jeu, c'est aussi changer les règles du commerce international et faire en sorte qu'elles soient plus équitables, non pas juste libres, on est très bon là-dedans, mais équitable et solidaire avant tout. Et c'est pour ça qu'on s'est doté comme cadre de référence, notamment à l'échelle internationale, ces objectifs de développement durable qui nous incitent à travailler simultanément sur à la fois ces emplois décents, ces stratégies de biodiversité, de lutte au changement climatique, mais en même temps d'accès à l'éducation, d'accès de la lutte contre les questions d'alimentation. On y travaille simultanément ces 17 objectifs pour tenter de créer du bien commun. Et puis quand on revient sur ces enjeux de consommation et d'enjeux en matière de lutte au changement climatique, oui, c'est intéressant de prendre en compte ces enjeux globaux, mais quand on regarde les analyses qui ont été faites récemment dans les dernières années sur le poids relatif de ces émetteurs, lorsqu'on compare les émissions sur une base territoriale comme on fait présentement ou associée à la consommation, c'est intéressant de constater qu'on y voit des changements, mais globalement, l'ordre ne change pas de façon si significative. En termes absolus, la Chine diminue un peu dans sa contribution, mais reste encore le joueur le plus marquant. Les États-Unis, l'Europe augmentent, mais restent encore aussi les joueurs marquants. Fait que ça ne change pas le portrait radical avec comme source d'émissions par habitant une contribution très, très forte de, évidemment, l'ensemble des pays occidentaux et de quelques pays en développement qui, globalement, ont des niveaux d'émissions très, très élevés, même si leur niveau d'émissions reste relativement faible dans le cas de l'Inde ou dans le cas de la Chine, maintenant, des niveaux équivalents à ce qu'on observe en Europe. Merci à vous trois. Le temps du panel qu'on avait, le temps imparti, malheureusement, a été bien utilisé. C'était super agréable de vous entendre tous les trois. J'espère que qu'on va reprendre. Et j'espère que quand on va reprendre, et là, je donne un message à mes ex-collègues, que la régie va avoir débloqué plein de choses et qu'on va pouvoir regarder ce qui aura été fait. Merci à vous trois. Et on va, nous, aller en pause. Vous pouvez aller aussi en pause café. Là. Cela étant dit, nous, on va aller en pause café. Je vous rappelle des consignes toujours de la pause café, masque, et on peut, oui, effectivement, merci Louise, on peut applaudir le panel. Alors, donc, vous mettez vos masques, vous allez chercher un café, vous revenez vous asseoir pour prendre le café. Le prochain, j'espère que le prochain de la régie, ça va être différent un peu les consignes. Il va y avoir d'autres sortes de consignes.